Les limites des droits RWX pour l'utilisateur, le groupe et les autres personnes engendrent des vrais problèmes, et notamment on va se rendre compte que ces problèmes posent des vraies difficultés, surtout sur un système qui pourrait être transporté au travers d'un réseau. Alors nous avons vu dans une première série d'explications et de présentations que les droits sur les systèmes de fichiers Linux consistaient à mettre une série de permissions qui sont RWX. Donc c'est ce qu'on voit ici, là, RWX, qui se distribue sur trois catégories d'utilisateurs, qu'on appelle donc UGO, U le propriétaire, qui veut dire user, G le groupe auquel l'élément concerné appartient, par exemple si c'est un fichier ou un dossier, le groupe auquel le fichier ou le dossier appartient, et puis O qu'on ne voit pas ici, parce que c'est pas représenté en fait dans le listing des droits, qui consiste à désigner les autres personnes. Donc U, user, G, group, le groupe, et O comme other, les autres personnes. Donc, on a vu que ce système de permission élémentaire de Linux consistait à distribuer trois types de droits, R, W et X, toujours dans cet ordre. R, W et X, qui veulent respectivement dire lecture, écriture, exécution. Et on a vu que ici, ça voulait dire les permissions pour U, les permissions pour G et les permissions pour O. Donc, je rappelle que ici, ça voudrait donc dire que le propriétaire U à tous les droits, les groupes ont les droits R et X, enfin les membres du groupe ont le droit R et X, et puis les autres personnes, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni le propriétaire ni les membres du groupe, ont aucun droit, puisqu'il n'y a ni le R, ni le W, ni le X. On a vu aussi que les propriétaires étaient désignés par le premier indication qui était ici, et ensuite le groupe, c'est la deuxième indication qui se trouve là. Donc U, G et les autres, évidemment on ne les désigne pas puisqu'il s'agit précisément des autres personnes. Ce qu'on a vu aussi, c'est que dans l'ordre, il fallait absolument toujours retenir UGO et RWX. Donc il faut se faire un moyen mnémotechnique pour retenir UGO. Moi j'utilise le mot Hugo. Hugo, évidemment on le voit écrit ici, mais on peut s'amuser à essayer de trouver quelque chose qui nous rappelle peut-être un personnage ou... Alors ça peut être Victor Hugo, ça peut être Hugo l'escargot, ou qui vous voulez, mais du moment que la consonance vous amène à vous rappeler l'ordre UGO. Et quant à RWX, eh bien bon, il suffit de le retenir, il y a des moyens qu'on peut utiliser également, on en reparlera, mais RWX n'est pas un autre ordre. Donc il faut toujours donc se rappeler de tout ça, l'ordre des choses, et ensuite savoir déchiffrer ce que ça veut dire. Alors le déchiffrement, c'est en fait déchiffrement, ou plus exactement déchiffrage dans ce cas-là, puisque en fait c'est une signification. Donc moi je les ai séparés ici dans cette démonstration pour expliquer ce que ça voulait dire, mais c'est collé, hein, RWX, RX, c'est collé normalement, donc c'est plus difficile à lire. Mais ici on voit bien sur cette petite planche là de présentation que je vous ai préparé avec des couleurs, que le U, le propriétaire, le groupe, le membre du groupe et les autres sont distribués. Donc le U, le groupe et les autres ne sont pas représentés dans le listing de droits, comme je l'ai déjà dit. Après, les différentes combinaisons ici cumulées, ça forme en fait un petit tableau. Colonne de gauche, les centaines, colonne du milieu, les dizaines, colonne de droite, les unités. Mais toujours exprimé par un 4, un 2 et un 1. Alors ça fait donc un moyen mnémotechnique 4, 2, 1, ça fait 421. Il suffit de retenir ce nombre, 421, pour peut-être certaines personnes qui auraient connu le jeu de dés 421, c'est un moyen de retenir le 421, 4, 2, 1. Donc 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, on voit ici. Donc si on cumule les droits, par exemple RWX, RX et rien, 4, 2, 1, donc 4, 2, 1, ça fait 4 plus 2 plus 1, ça fait 7, 7. Ici, vous avez 4 et 1, ça fait 5. Et ici, vous n'avez rien. Donc, 7, 5, 0. Ce qui voudrait donc dire que les droits résultants ici
pour ce dossier qui s'appelle exo. Alors je dis dossier, alors qu'ici j'écris nom de fichier, mais c'est bien un dossier, on le voit ici, sur la petite diapo d'avant. J'avais bien représenté que ici, et c'est aussi un rappel, on voit le D, donc si c'est un D, c'est un dossier. Si c'était un tiret, ce serait un fichier. Donc on voit ici qu'on a 750 pour le dossier exo. Le maximum étant 777, ça voudrait dire tous les droits plus tous les droits ici, et le minimum étant 0. Donc le D est rappelé ici, un D pour répertoire ou dossier ou directory en anglais. Voilà, donc ces différentes permissions, il faut bien évidemment les retenir avant de passer à la suite. Et maintenant on va aborder autre chose qui consiste à aller un peu plus loin que ça, parce que, alors, si on prend cet exemple, là, j'ai représenté en fait une situation dans laquelle le dossier exo, donc qui serait un dossier sur un disque, hein, alors par exemple celui-là, ici, donc si je reviens un cran en arrière, ça désignerait dans mon exemple par exemple ça. Donc ce dossier exo, ici, alors, si on lit la ligne, le dossier exo possède les droits RWX, RX et rien, l'utilisateur propriétaire serait Jean, et le groupe auquel appartient le dossier serait Staff. Staff, c'est le nom du groupe, Jean, c'est le nom de l'utilisateur, et ça c'est le modus de droit, c'est-à-dire en fait la somme de tous ces droits, RWX, RX, rien. Donc ça, je l'ai représenté sous cette forme graphique, mais je l'ai produit ici, c'est-à-dire que si on regarde précisément, on va zoomer un petit peu pour bien voir, si on regarde précisément ce qui se passe ici pour le dossier exo, eh bien RWX, RX et rien, le propriétaire c'est Jean, le groupe c'est Staff. Donc ce dossier appartient à Jean. Maintenant, qui est Jean? Jean est-il membre du groupe Staff? Alors la réponse est non, c'est pas la peine que vous passiez du temps à le lire, je vous réponds non. Par contre, il est membre du groupe stagiaire et de tout un tas d'autres groupes qu'on peut voir ici. Donc, si on reprend ma petite diapo, il y a un groupe staff, il y a un groupe stagiaire que j'ai représenté, il y a les autres personnes et il y a le groupe route. Le groupe stagiaire, Jean en fait partie. Et Jean est directement le propriétaire du dossier exo. Donc à ce titre, il a le plein accès, c'est-à-dire qu'il est propriétaire, donc il a le plein accès. Par contre, Judith et Sophie, qui appartiennent au groupe stagiaire, n'ont pas d'accès. Alors pourquoi? Parce que les seules personnes qui ont le droit d'accéder au dossier exo sont Jean en plein accès, les membres du groupe staff avec l'accès de lecture et exécution, les membres du groupe staff, et les autres n'ont aucune permission. Donc Judith et Sophie ne sont pas membres du groupe staff, donc elles n'ont aucune permission. Elles se comportent comme si elles appartenaient à cette catégorie de personnes par rapport à cet objet. Ce sont les autres personnes. Donc Jean, alors qu'il est membre du groupe stagiaire, a tous les droits, mais c'est pas parce qu'il est membre du groupe stagiaire, c'est parce qu'il est le propriétaire. Tandis que Judith et Sophie n'ont aucun droit. Maintenant, les membres du groupe staff donc, ont un accès RX. Ça veut dire que Bob, Nico et Alice peuvent lire, exécuter, et donc alors exécuter, ça veut dire dans le cas d'un dossier de pouvoir rentrer dans ce dossier et éventuellement atteindre quelque chose qui se trouvera à l'intérieur, et évidemment voir le dossier. Donc R c'est pour voir, X c'est pour rentrer dedans. Bob, Nico et Alice, en tant que membres du groupe staff, peuvent donc rentrer et exécuter le dossier exo. Quant à Route, Route c'est ni le propriétaire ni un membre du groupe staff. Il est membre du groupe Route, il est tout seul par défaut à en être membre. Il est super utilisateur entre guillemets,
Ça veut dire qu'en fait il est ce qu'on appelle l'administrateur dans le monde Windows et dans le monde général en fait, en informatique, l'administrateur. Donc en tant qu'administrateur du système, il a tout pouvoir sur le dossier EXO, mais il ne faut pas oublier que c'est un compte qui ne doit être utilisé qu'en cas de besoin, c'est-à-dire quand on fait de l'administration. Pour l'utilisation, on n'utilise pas le compte root. Donc lui, il n'a aucun besoin d'accéder directement à EXO, mais il est tout à fait capable de le faire et d'agir dessus. Donc c'est un cas particulier, mais il ne faut pas oublier de le présenter. Et les autres personnes, alors peu importe lesquelles, elles se comportent comme étant des membres de un ou d'autres ou de plusieurs groupes qui ne sont pas le groupe staff et qui ne sont pas le propriétaire. Et qui ne sont bien évidemment pas le groupe root. Donc ces autres personnes n'ont aucun accès sur le dossier EXO parce qu'on a mis 000. Le modus global ici est donc de 750. Au profit de Jean, le propriétaire du groupe staff, on a 750. Alors le problème c'est que si maintenant on souhaitait par exemple que l'utilisateur Bob obtienne le droit de lecture, écriture et exécution sur le dossier EXO. Donc lecture, écriture, exécution sur le dossier EXO, ça voudrait dire qu'il doit être soit le propriétaire, ou soit, donc à ce moment-là il récupérait ces droits-là, ou soit augmenter les droits du groupe RWX pour staff, puisque le groupe staff adhère au dossier EXO. Donc si on veut que Bob, mais seulement Bob, on ne s'occupe pas de Nico et d'Alice, Bob ait le droit d'écriture, RWX, il faut augmenter les droits ici, ou bien le faire passer propriétaire. Alors si on analyse les deux possibilités, s'il devient propriétaire, ça veut dire que Jean n'est plus le propriétaire, il ne peut pas y avoir deux propriétaires, donc à ce moment-là c'est embêtant parce que c'est peut-être pas souhaité, pas souhaitable, il n'aurait plus rien à voir et à ce moment-là Jean n'aurait plus aucun accès. Deuxième possibilité, augmenter les droits du groupe, ça marcherait très bien, sauf que ça aurait comme conséquence que Nico et Alice obtiendraient également le droit d'écriture. Et si c'est ce qu'on veut pas, si c'est ce qu'on veut éviter, imaginons que ce soit des gens qui ne doivent absolument pas accéder en écriture, il faudrait donc les sortir du groupe. À ce moment-là, ils rentreraient dans la catégorie des autres personnes. Mais du coup, conséquence, ils perdraient tous leurs droits. Et si c'est ce qu'on ne souhaite pas, c'est-à-dire que si on veut que Nico et Alice continuent à accéder au dossier EXO en lecture, on ne peut donc pas les sortir du groupe staff. Donc, on ne peut pas faire devenir Bob propriétaire, sinon on perd Jean. On ne peut pas augmenter les droits du groupe, sinon eux, ils peuvent écrire et il ne faut pas qu'ils écrivent. On ne peut pas rajouter un troisième groupe, un deuxième ou même un énième groupe, parce qu'il ne peut y en avoir qu'un. Il peut y avoir qu'un seul propriétaire et qu'un seul groupe. Donc, on est dans une impasse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de cette situation-là pour ce cas de figure. Alors ça, c'est un cas de figure. Bob doit écrire, il ne peut pas. Deuxième cas de figure, on peut imaginer qu'un utilisateur extérieur, qu'on va appeler Toto, ça pourrait être lui par exemple, Toto devrait avoir un accès en lecture-exécution par exemple. Donc il devrait être membre du groupe staff. À ce moment-là, il récupère le groupe staff ayant le droit RX, il récupère le droit RX pour son compte. Toto pourrait donc accéder. Sauf que Toto accéderait à tous les objets auxquels le groupe staff a le droit d'accès. Là, j'en ai représenté qu'un, mais il faut imaginer que peut-être que le groupe staff, et sûrement que le groupe staff, a accès à d'autres parties du système de fichiers, d'autres dossiers, d'autres fichiers. Si on met Toto dans le groupe staff, il récupérerait toutes les permissions, tous les droits, tous les pouvoirs du groupe staff. Et alors là, on se retrouve dans une autre situation qui, au niveau sécurité, est absolument déplorable, parce que si Toto doit avoir juste accès à EXO et seulement accès à EXO, comment fait-on? Donc, les deux expériences, on va les tenter, mais on sait déjà que ça ne marchera pas si on ne fait rien, si on reste sur le système
de permissions basiques de Linux qui sont Hugo pour le propriétaire et le groupe, à ce moment-là, on ne peut pas. C'est insoluble. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Dans l'état, il va donc falloir passer à ce qu'on appelle des permissions étendues. Les permissions étendues, ce sont des permissions qui vont permettre d'aller au-delà de cette répartition RWX pour Hugo. Et par comparaison avec le système de fichiers de Microsoft qui s'appelle NTFS, qui existe donc depuis le milieu des années 90, même je dirais première partie du milieu des années 90, donc ça date pas d'aujourd'hui, le permet. Alors que Linux, si on ne fait rien, ne le permet pas. Donc évidemment, il y a une solution, évidemment elle est déjà en place, évidemment elle est standardisée depuis un moment déjà, mais elle était en retrait, elle était à la traîne par rapport à Microsoft. Et c'est pour ça que Microsoft, à l'époque, avait appelé son système de fichiers NTFS, parce qu'il faisait référence au système concurrent, par exemple celui d'Unix, dont Linux s'inspire fortement. Le système Unix ne permettait pas, donc c'est exactement ce système-là, le système Unix, c'est ce système de fichiers, ne permettait pas d'avoir ses droits étendus. Donc Microsoft a appelé son système New Technology File System pour bien marquer le pas, pour bien montrer qu'il y avait quelque chose de nouveau et de vraiment particulièrement intéressant par rapport à d'autres systèmes concurrents. Nous allons voir dans une suite que je vous invite à découvrir, une suite avec des mises en pratique, comment exploiter ce concept et comment vérifier si notre système en est capable, c'est-à-dire s'il est compatible avec cette technologie. Donc pour pouvoir travailler sur cette expérimentation, il nous faut donc une machine Linux qui nous sert à expérimenter en mode commande et se rappeler comment on crée des groupes, des utilisateurs, comment on change les permissions, les droits et le modus, c'est-à-dire changer de propriétaire, changer de groupe, changer les permissions RWX. Il nous faut aussi nous rappeler comment on crée des dossiers, comment on crée des fichiers. Et une fois que vous avez récupéré toutes ces informations, eh bien vous allez pouvoir donc mettre en pratique ce cas de figure et ensuite l'extrapoler, le faire évoluer pour pouvoir vérifier différentes situations.